Ah, vous êtes là? Ouais, salut, c'est Thierry. Hein. Tout simplement, je sais pas si, comme moi, vous êtes déjà posé la question de savoir comment on allait gonfler les pneus du tracteur avant de partir dans un champ. Alors ici, j'ai pas trop de problème parce que c'est tout simplement pour transporter un petit semoir pour aller le ramener, j'allais dire, au remisage. Mais lorsqu'on met des engins plus lourds, il y a toujours la question qui se pose. Et c'est ce que j'ai travaillé aussi dans la formation machinisme d'aujourd'hui. Et je voulais aujourd'hui tout simplement vous offrir une des vidéos qui se trouve à l'intérieur, hein, une des petites par rapport aux nombreuses vidéos qui y sont, pour vous expliquer un peu comment on réfléchit et comment on organise, j'allais dire, la pression des pneus. Alors comment on le choisit, suivant les barèmes, alors comment on fait le calcul, la méthode, j'allais dire, pratique, et nous comment on l'a appliqué dans une parcelle pour du labour. Et les gains qu'on a pu obtenir. Donc ça, je l'ai fait avec Julien Hérault. Donc la vidéo, elle suit tout de suite, c'est cadeau, c'est offert. Vous n'avez pas à cliquer, à laisser votre mail non plus. Je voulais vous l'offrir parce que je vous ai un peu cassé les pieds avec la formation ces derniers temps. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous continuez. Si vous voulez voir la formation, vous êtes libre d'aller sur le site. Et là, je vous mets un lien ici et puis ici en dessous pour aller voir en quoi consiste la formation si vous êtes intéressé. Sinon, voilà, on démarre la vidéo. On va attaquer directement par la partie, j'allais dire, pression des pneus. Alors c'est une partie qu'on a déjà évoquée au niveau de la formation. Donc là, on a refait la démarche. Tu vas nous expliquer, toi, comment tu as fait la démarche, parce que je pense que c'est important de le rappeler et puis voir un peu comment on se situe par rapport à ça. Ben, on peut avoir donc plusieurs approches pour l'estimation de pression des pneumatiques. En fait, le point sur lequel il faut être le plus vigilant, c'est sur le respect de la structure. Et ce qui va faire la détérioration d'un pneumatique, c'est des excès de vitesse et des excès de charge. Oui. Et du coup, pour pouvoir optimiser la traction d'un tracteur, donc en augmentant son empreinte au sol, on va tous chercher à diminuer notre pression de gonflage. Et la vigilance qu'on va porter, c'est de surtout pas diminuer la pression en excès et de détériorer la structure qui pourrait porter préjudice. On entend parler de talons qui décollent, de pneus qui éclatent, de derniers qui apparaissent. Tout ça, ce sont des usures avec le temps qui peuvent être liées, pas toujours, mais qui peuvent aussi être liées à des excès de charge ou à des excès de vitesse. Donc la priorité pour moi, ça va être d'abord de définir et de bien connaître les charges qu'on a sur chacun de nos pneus et adapter à chaque matériel qu'on a d'attelé. Et avant de détériorer, savoir aussi qu'on peut passer en dessous des 2 bars, 1 bar 8, parfois traditionnel en exploitation, pour justement optimiser, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent la référence des 2 bars et demi qu'on peut voir affichée sur certains pneus, c'est une pression maximale. C'est la pression de montage du pneu pour justement le montage du talon le long de la jante. C'est surtout pas une pression maximale d'utilisation du pneumatique, c'est uniquement pour le montage. Les constructeurs ont tous une pression nominale de communiquer, 1 bar 6, 2 bar 3, etc. Et c'est cette pression nominale qu'il ne faudra pas dépasser au champ. Mais tous les pneumatiques, c'est ce que tu disais, tous les pneumatiques sont exploitable en dessous 1 bar 5, en dessous 1 bar. On est en fait entouré de pneus basse pression sans le savoir. C'est juste que pour pouvoir diminuer cette pression-là, il faut simplement respecter la charge maximum qu'on applique dessus. D'accord. Alors tu peux me montrer la démarche que Alors la démarche qu'on a fait sur l'ensemble tracteur charrue. Donc on est allé avec l'ensemble tracteur charrue. On a été donc au pont bascule. Sur le pont bascule. Pour avoir la meilleure précision donc possible. Donc on l'a équipé tel qu'il est en ce moment au labour, avec donc la masse frontale d'1,8 tonne et la charrue portée à l'arrière. D'accord. Et donc mon idée, c'était de peser les 2 essieux. Donc on va pas le faire pneu par pneu, mais simplement essieu par essieu. Mais c'était de peser les 2 essieux dans les configurations les plus critiques en charge. Oui. Et souvent les situations. Le poids maximal. Et les situations les plus critiques, en fait, elles sont pas forcément atteintes au champ, elles sont atteintes sur la route, puisqu'en plus on additionne la limite de vitesse. Donc pour peser l'essieu arrière, par exemple, si on commence par l'essieu arrière, eh bien on va peser l'essieu arrière avec la charrue levée, pour simuler un report de charge énorme et avoir un écrasement critique qu'on va avoir sur l'essieu arrière. Et on se rend compte qu'au champ, même si on a tous vu que quand on démarre un bout de champ avec la charrue, le report de charge de l'outil dans le sol crée un écrasement sur l'arrière, on sait pertinemment que ce report de charge au champ ne sera pas supérieur à l'écrasement dû à la charrue levée. D'accord. C'est pour ça qu'on prend ça en référence, où on considère que c'est le poids maximal que le pneu va supporter en configuration route. Ok. Donc ça, c'est pour la partie arrière. Pour la partie avant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre que l'essieu avant sur le pont bascule et on va poser la charrue en dehors du pont bascule pour que cette fois-ci, la charrue ne soulage pas le pont avant et qu'on ait un écrasement maximal. D'accord. Donc là, encore une fois, c'est une situation critique, alors qu'on n'aura pas sur la route parce que la charrue soulage le pont avant en permanence, mais on l'a au champ lorsque la charrue est en terre, où là, la charrue ne soulage
pas le pont avant quand puisqu'elle est posée au sol, mais par contre on sait qu'on ne va jamais atteindre ce poids critique parce que, encore une fois, la résistance de l'outil dans le sol va légèrement soulager le pont avant. D'accord. Donc c'est mes deux références sur un outil porté arrière, ce sont mes deux références de poids qui vont me servir à la lecture du tableau de gonflage du constructeur. D'accord. Donc là on les a pris ces poids-là. Donc je les ai ici. Donc à l'avant on avait... À l'avant, on avait un poids total sur l'essieu oui, que je me trompe pas, 4320 kg. D'accord. Sur l'essieu, donc je divise simplement par 2, et on obtient donc 2160 kg par pneu sur l'avant. D'accord, donc là je reprends moi la table du constructeur, en l'occurrence là c'est Michelin. On est sur des 540 65 R30. Oui. Donc tu me dis au niveau du poids... Donc tu vas commencer, je te coupe, mais tu vas commencer la lecture sur le pneu que tu as trouvé, tu vas commencer la lecture sur la vitesse maxi que tu t'es définie. Voilà, alors a priori, si c'est sur route, on va dire 40. Après, je peux descendre éventuellement si je sais que je reste en champ à 10 km/h. Exactement. Exactement. En fait, le constructeur te donne une pression conseillée avec la vitesse maximum de 40 si évidemment tu as un trajet assez conséquent pour rentrer à la ferme. Si tu considères que tu vas ne pas dépasser les 10 km/h au champ et que tu auras une solution de gonflage au champ ou que tu vas rentrer tout doucement, tu peux avoir une autre préconisation inférieure que le constructeur a aussi prévue. Donc c'est pour ça que tu peux avoir deux lignes de pression préconisées si tu le souhaites. Donc là, tu m'avais dit au niveau des poids par pneu? Alors on est à l'avant à 2160 kg. D'accord, 2160 kg. Donc si je prends 40 km/h entre 1975 et 2245, j'ai une indication à 1 bar. Donc 2245, ça correspond à la pression de 1 bar, c'est ça? Ouais. 1 bar. Et si je veux descendre à 10 km/h, j'ai 2240 à 0,6 bar. Donc on peut descendre, voilà, notre travail sera selon la vitesse à laquelle on veut. Exactement. Mais là, on sait qu'on a une configuration classique à 1 bar 6, j'allais dire. Oui. On sait qu'on peut au moins descendre à 1 bar. Ouais. Ça veut dire que le minimum de gain de traction au champ, ça va être de descendre à 1 bar. Si on veut vraiment optimiser le gain de traction et on se donne la limite de ne pas dépasser les 10 km/h, dans ce cas-là, on pourra descendre à 0,6 bar. Ok. Donc ça, c'est pour le pneu avant. Oui. Ensuite, le pneu arrière, donc, qui sont des 650 R12. R42, pardon. R42, oui. R12, n'importe quoi. On avait un poids sur l'essieu arrière avec la charrue levée de 10 tonnes 360. 10 tonnes 360. Ouais, c'est vrai que c'est une 6 corps. Ça fait un report de charge énorme. Ça fait un report de charge énorme. J'ai poussé le vis un peu plus loin, c'est que j'ai, en pesant l'essieu arrière, j'ai également posé la masse frontale au sol. Oui. Pour que cette masse d'à peu près 2 tonnes ne soulage pas l'essieu arrière. Donc je suis vraiment dans la situation la plus extrême. Quoi. Donc on arrive à une charge par pneu de 5180 kg. Je l'ai pas. Si. À 10 km/h, 5155 à 1 bar 4. Ouais, 5155, donc on est à 30 kg près, on est à peu près dans les clous de ce qui est estimé. Je t'ai dit que j'avais pris un peu de marge, on va rester sur cette colonne-là. Et tu obtiens 1 bar 4, c'est ça? On est à 1 bar 4, oui. Ouais, donc là on est vraiment à la limite de la capacité de charge du pneumatique à 40 km/h. Donc on ne va pas pouvoir descendre vraiment énormément la pression, mais tout ce qui est gagnable, on va le placer. Donc là, on va pouvoir optimiser la traction à 1 bar 4. Sur la route, alors on sait que dans le champ, on peut avoir des pressions supérieures, mais sur la route, j'aurais pu considérer que j'avais la masse en hauteur et prendre le poids, non pas avec la masse posée, mais avec la masse relevée pour essayer de gagner un petit peu peut-être. Oui. Et là, on aurait gagné quelques centaines de kilos. On aurait descendu en dessous ta colonne. Ouais, on serait peut-être arrivé à 4750 pour arriver à 1 bar 2. Je pense pas, enfin, on ne l'a pas pesé, mais je pense pas qu'on aurait gagné suffisamment pour gagner encore 0,2 bar. Ok. Ça marche. Donc on va partir sur ce test-là, essayer de modifier les pressions et puis de voir la consommation, donc ce que ça a pu donner, quoi. Donc on part sur 1 bar 4 à l'arrière et 1 bar ou 0,6 à l'avant. On va partir sur 1 bar pour rester dans le légal sur la route. Ça marche, pas de souci. Bon, très bien. C'est parti. On part. On a dégonflé l'autre côté, on va refaire celui-ci. Alors là, tu tires les obus pour gagner un peu de temps. Pour gagner un peu de temps, il faut juste pas se faire avoir que l'obus nous échappe des mains quand on le dévisse. Faut surtout aussi pas se faire avoir, de ne pas faire baisser trop la pression, ce qui nous obligerait à ramener un compresseur pour le regonfler, si on n'a pas de compresseur sur le tracteur. Donc ici, je vais y aller par étapes, je vais y aller à tâtons aussi pour voir comment ça descend. Un peu en dessous, un 5.
Un tout petit peu en dessous, un 4, mais on est bon. Tac. Alors à l'avant ça va plus vite parce qu'il y a moins de volume dans la chambre. Oui. On est à 1/4, donc il y a de la marge. Je vois le flanc qui se déforme, ça impressionne toujours. C'est vrai que c'est très impressionnant. Moi, ce que je remarquais, c'est que on manque un petit peu. Ouais. Là, quand on regarde, honnêtement, j'ai l'impression qu'on est sous-gonflé et qu'on risque d'abîmer le flanc, quoi. Mais on est dans les tolérances constructeurs, quoi. Ouais. Bouchon, bon, on va pouvoir faire notre essai de consommation. Exactement. Allez, c'est reparti. Bon alors Julien, on vient d'appliquer donc le dégonflage des pneus. Je suis allé dans le tracteur pour aller vérifier les consos. Moi ce que je constate, c'est que par rapport au tour d'avant, dans le même sens, on a essayé de prendre des choses qu'il fallait. J'ai pas d'écart, je suis à peu près à 23, 23,3, 23,5. Donc il y a quasiment pas d'écart. Ça vaut le coup de s'embêter à dégonfler des pneus pour pas avoir de différence? Alors moi je vais te répondre oui. Tu sais pas encore pourquoi, mais il y a toujours un intérêt à dégonfler les pneus. En fait, c'est lié à notre prise de mesure. Ici, on relève la consommation horaire. Donc on est autour de 23 litres à l'heure. Et en fait, la variable qu'on n'a pas à utiliser, c'est la variable de vitesse d'avancement. À chaque fois qu'on a fait les relevés de consommation, notamment pour comparer avec les réglages de charrue, on les a fait en se fixant un objectif de 6 km/h. Oui. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est quel est le gain de traction qu'on a et à quel potentiel de vitesse on peut aller et quel potentiel de vitesse on peut gagner. On est resté au niveau du RTK, donc à 6 à peu près, 6 km/h. Par contre, c'est vrai que j'ai jeté un œil sur le cadran. A priori, il marquait plutôt 6,5, 6,7 tout à l'heure. Là, il marque plutôt 6,3. Oui. Donc, on a l'air de rapprocher la concordance entre les deux. Oui. Donc, c'est ça le gain. Plus tu rapproches les deux vitesses entre la vitesse théorique et la vitesse réelle donnée par le GPS, plus ces valeurs sont rapprochées, plus le taux de patinage diminue. Ça veut dire qu'on ne l'a pas mesuré réellement, mais on a pressenti, avec ce que tu me dis, on a pressenti qu'on a gagné en taux de patinage. D'accord. Ça veut dire qu'on ne l'a pas exploité, mais on a gagné en débit de chantier. Avec la même consommation horaire, ça voudrait donc dire que ramené à l'hectare, on a un gain de consommation. On ne sait pas encore lequel. On n'est pas assez scientifique là dans l'essai quelque part pour avoir quelque chose de vraiment... Bon, il aurait fallu autre chose qu'une charrue peut-être et puis... En fait, on va vite le savoir parce que, et ça va faire la transition avec la suite de nos comparatifs sur les régimes, la comparaison des régimes, on va vite le savoir parce que pour le savoir et pour optimiser la traction et l'adhérence de ce tracteur, il faut qu'on le pousse à pleine charge et pour qu'on voit vraiment jusqu'où on a gagné ce gain d'adhérence. D'accord. Donc tu vas m'expliquer ça dans la vidéo qui va suivre juste après et qu'on va voir dans le prochain chapitre. Parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors certes, comme je l'ai dit, vous n'aurez pas forcément accès tout de suite à la formation, étant donné que voilà, elle est réservée à ceux qui veulent y souscrire. Alors vous pouvez vous y souscrire, vous êtes libre de le faire. Je vous mets les liens ici en dessous, voilà, tout simplement pour aller cliquer, pour aller découvrir ce que c'est. J'allais dire, ça coûte rien d'aller voir et en tout cas de regarder aussi les témoignages de ceux qui ont apprécié la formation, parce que ça a vraiment été quelque chose, je pense, d'intéressant, de voir des agriculteurs qui ont pu la suivre, ce qu'ils y ont appris, ce qu'ils ont découvert, que ce soit des débutants ou des confirmés. Donc allez jeter un œil sur cette page, voilà, vous êtes libre de le faire. En tout cas, au moins, vous saurez à quoi vous en tenir pour cette formation. Et je vous rappelle, elle ferme samedi soir à minuit, pardon. Plutôt, elle ne ferme pas, mais elle repasse au tarif normal, tarif plus élevé. Donc, ça serait quand même dommage de louper, j'allais dire, cette petite promotion qui dure depuis une petite semaine. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse, il pleut un petit peu. Je vais aller finir d'installer des petits capteurs pour moi voir un peu si l'humidité est suffisante pour mes sols. Allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller cliquer, allez voir ici en dessous pour voir la formation. Ciao!